Salut à tous, moi c'est Johan, je suis coach de motocross, ancien pilote de haut niveau également. Et cette petite vidéo pour me présenter, pour répondre à certaines questions qui vont vous aider à mieux me connaître. Salut Johan, alors première question, comment as-tu découvert le motocross? Salut, alors depuis tout petit j'ai vu le Supercross de Paris, Paris-Bercy à l'époque. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, donc 1989-90. Et des souvenirs que j'en ai depuis ce moment-là, j'ai dit je veux faire du motocross, du supercross. Donc j'avais personne de ma famille qui en faisait. Pourquoi moi j'ai voulu, je sais pas, j'ai accroché, j'ai vu ça et j'ai voulu en faire. Et donc pourquoi cette envie de devenir coach? Et bien alors ça, j'avais pas forcément envie à la fin de quand j'ai arrêté ma carrière assez tôt, à 24 ans. Au début, j'avais plusieurs options. Mon père avait une entreprise que j'allais peut-être reprendre et il y avait cette opportunité de passer le diplôme, parce qu'il faut un diplôme en France pour être coach. Mais ça m'intéressait pas plus que ça, mais j'avais l'opportunité, donc j'ai dit je fais le diplôme et puis je verrai peut-être que je ferai des stages de temps en temps, ça me permettait de rester un peu dans le milieu de la moto, mais voilà, sans plus que ça. Et quand j'ai fait mon premier cours, petite révélation, j'ai vraiment adoré. Je me suis découvert une vocation. J'avais la pédagogie en moi, qui venait assez naturellement, et j'ai adoré transmettre. Voilà. C'était pas forcément une volonté au début. Par contre, dès le premier cours, c'est devenu une vocation. Et donc quand tu parles de carrière, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours que tu as eu du coup avant d'avoir cette idée de devenir coach? Ouais, alors du coup, donc j'ai vu, comme je disais, Paris à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, mais j'ai eu ma première moto seulement à 8 ans. Mes parents, surtout côté de ma mère, avaient un peu peur. Donc j'ai commencé à 8 ans, on va dire de mes 8 ans à mes 14 ans et demi, 15 ans en amateur. Donc je sais même pas, j'ai peut-être fait un ou deux championnats de France à l'époque, mais vraiment plaisir quoi. Et à 14 ans et demi, 15 ans, mon père qui essayait de faire au mieux, mais qui ne connaissait pas non plus ce sport, m'a dit si tu veux faire quelque chose de sérieux, il faut qu'on trouve un coach. Donc dis-moi toi ce que tu veux faire. Et moi j'ai dit que je voulais faire pro, donc on a trouvé un coach, un bon coach, Fabrice Gargoli, qui m'a fait passer en 3 ans et demi de niveau amateur régional top 4-5 à niveau devant au championnat d'Europe et niveau mondial. Et donc j'ai fait à peu près 10 ans de haut niveau, on va dire, avec les dernières années de junior, plus les années d'Europe, tout ça. Donc on va dire 10 ans d'amateur, 10 années de haut niveau. Et après, donc j'étais arrivé au niveau mondial, mais je faisais partie de ceux qui devaient payer. On était une grosse génération en France et j'étais pas parmi les 2-3 premiers, on va dire. Et on n'avait pas les budgets qu'ils demandaient, donc je suis sorti vers le Supercross. C'était pas mal, j'étais top 6-10 français, quelques victoires en Supercross allemand. Mais ça suffisait pas, on va dire, pour vraiment bien gagner sa vie, en tout cas comme moi je le voulais. Et donc un peu une impasse, et je voulais pas faire chasseur de primes comme on appelle, c'est-à-dire gagner juste sur les résultats qu'on faisait. Moi je voulais avoir plutôt un salaire déjà fixe et après gagner plus avec les résultats. Donc par rapport au risque pris et ce que je pouvais potentiellement gagner, j'ai préféré arrêter. Donc on va dire 10 ans amateur, 10 ans semi-pro, et là ça fait 12 ans que je suis coach. Ok, super, sacré parcours. À partir de quel âge pour toi c'est intéressant de commencer à prendre des cours de moto? Alors il y a deux choses à prendre en compte en France, avant de parler pour moi. Et donc déjà on est sur une activité qui est légiférée en France, donc il faut un diplôme pour être éducateur rémunéré. Et donc après il y a une question d'âge de début en France. On peut aller voir un coach, payer un coach pour prendre des cours à partir de... Alors avant c'était 6 ans, maintenant ça peut être 5 ans si le coach juge que l'enfant est prêt, on va dire. Je pense que ces âges sont bien définis. Ce à quoi il faut faire attention,
Un enfant de 5 ans, 6 ans, ils sont en pleine construction, le cerveau n'est pas forcément prêt à recevoir des informations pendant plus d'une heure ou plus de 2 heures. Donc il faut faire attention à ça. Pareil, les informations données ne vont pas être les mêmes qu'un enfant de 8 ans, 10 ans. Donc en soi, chez soi, si vous avez une moto, dès que l'enfant, on va dire, sait faire du vélo, qu'il a l'équilibre. D'ailleurs, petite info intéressante, la moto, pour moi, est plus facile à apprendre que le vélo. Parce qu'il y a moins le problème de déséquilibre quand on pédale. Donc il y a beaucoup d'enfants qui commencent à 2 ans et demi, 3 ans, dès qu'ils ont la taille. Dès qu'ils ont la taille, et ce qu'il y a de bien par rapport à ce que je disais, c'est que même si on laisse les pieds un peu par terre, vu qu'on avance avec la main, avec l'accélérateur, c'est moins grave que le vélo, on a besoin d'avoir les pieds sur les pédales. Donc voilà, en France, à partir de 5 ans ou 6 ans, et si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire commencer plus tôt. Ce qui est important dans tous les cas, c'est la sécurité en premier, de bien comprendre la notion d'accélération et de décélération. Et à partir du moment où il y a de la sécurité, on peut commencer très tôt. Bien sûr, pas sur un circuit direct avec des grosses bosses, mais si c'est dans un terrain plat, même dans de l'herbe ou quoi, c'est possible très tôt. Je pense que tout le monde se pose cette question-là. Je n'ai pas trop d'argent et j'aimerais démarrer le motocross. Quels conseils donnes-tu? Forcément, c'est un sport qui coûte un peu d'argent. Après, il dépend les objectifs, comment on veut le faire. Il y a pas mal de clubs maintenant qui proposent le matériel. Donc pour ceux qui ont un budget plus limité, essayez de trouver un club où il y a déjà donc, un indicateur et les motos à disposition. Et là, vous allez payer le cours plus la location moto à un budget qui est plus raisonnable. Et surtout, ce qui est difficile au début pour les familles, c'est l'enfant va vouloir faire peut-être 2-3 séances et au bout de 3 séances, il ne veut plus en faire. C'est sûr que si on a investi dans la moto et tous les équipements, c'est un peu dommage, même si ça se revend. Donc, conseil, débuter avec un club qui a déjà son coach et le matériel. Est-ce qu'un coach est indispensable? Alors, question pas facile. Indispensable, non. Maintenant, on est un des seuls sports encore où les personnes commencent sans entraîneur, sans coach. Et c'est bien d'un côté et pas bien de l'autre parce que c'est quand même un sport qui est difficile et qui peut être dangereux s'il est mal pratiqué. Donc moi je pense qu'il est nécessaire, voire indispensable, sur les 4-5 premières séances, vraiment pour prendre les bonnes bases et être le plus en sécurité possible. Et déjà on peut aller rouler derrière avec un maximum de sécurité en ayant pris les bonnes bases. Et après, tout dépend des objectifs. Je pense qu'on ne poserait pas cette question, par exemple, pour jouer au foot. Dans tous les clubs de foot, il y a des entraîneurs, tous les clubs de rugby, de basket. Donc je pense qu'après, c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui ont une certaine expérience, qui apportent l'expérience aux plus jeunes ou même moins jeunes. Et comme ça, le sport se développe dans le bon sens. Donc indispensable, non, mais pour moi, très conseillé. Comment choisir son coach idéal? Alors ça va être une grosse question déjà de lieu. Souvent on veut chercher à côté de chez soi et après d'affinité. Comme dans tous les sports, je pense qu'on va préférer être coaché par telle ou telle personne. Donc je pense qu'il faut faire plusieurs tests. En tout cas ça c'est pour l'initiation, les débuts. Et après, suivant les objectifs, si on veut faire du perfectionnement, du haut niveau, tout ça, après chercher celui qui a celui ou celle, parce qu'il y a des coachs féminines aussi maintenant, qui a le plus de compétences par rapport à ses objectifs. Pourquoi toi et pas un autre? Ou une autre? Pourquoi? Déjà, comme j'ai dit, ça va être une question d'affinité et après une question d'objectif. Donc, par rapport à ce que vous voulez faire, l'avantage qu'il peut y avoir avec moi, c'est que il y a, comme je disais tout à l'heure, 10 ans de pilote amateur, 10 ans de haut niveau. Donc on va dire que le panel est assez grand et je vais réussir à m'adapter à l'objectif de chacun. Après, je parle plusieurs langues, donc ça c'est sympa. Lesquelles? Je peux coacher en français, anglais, italien. Espagnol, pas encore à 100%, mais bon, ça vient assez vite.
Donc ça c'est cool. Et après je propose aussi surtout du coaching personnalisé. Donc je vais m'adapter vraiment au programme du pilote qui vient me voir. Donc, mais comme je dis depuis le début, c'est vraiment une question d'affinité. À vous de trouver la personne qui vous correspond. Du coup, pour un jeune qui a envie de devenir pro dans le motocross, est-ce que tu peux conseiller quelqu'un qui a plutôt un palmarès ou plutôt quelqu'un qui n'a pas forcément de palmarès dans le monde de la moto? Ben, il n'y a pas vraiment de vraie réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a eu un palmarès, ou on va dire qui a eu de l'expérience à haut niveau. S'il sait transmettre son expérience, forcément, potentiellement, c'est mieux que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience. Mais bon, c'est pas une vérité absolue. Il peut y avoir des champions qui ne savent pas transmettre, ou qui savent transmettre à partir d'un certain niveau, pas plus tôt. Donc, moi, j'ai mon exemple. Mon entraîneur a roulé top 10-15 en championnat de France élite à l'époque. Bon, il y avait un gros niveau. Et il a réussi à m'amener quand même jusqu'au niveau mondial, alors que lui, il n'en a pas fait. Donc, il avait compris des choses qu'il arrivait à me transmettre et que j'ai compris. Donc, moi, j'ai l'exemple que ça peut être possible. Après, je pense que si on n'a pas fait ce haut niveau, avec un pilote qui va, au bout d'un moment, on va être limité. Ça, c'est mon avis perso. Mais il y a des gens qui sont très très bons en observation et qui vont observer d'autres pilotes qui vont réussir à aider leur pilote, par exemple. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Forcément, si c'est quelqu'un qui a été champion du monde, par exemple, et qui sait en plus transmettre, dans son expérience, dans son sac, il aura plus de choses à apporter que quelqu'un qui n'a pas été maintenant. Je reprends ta question. Pour un jeune qui veut aller au niveau, avant d'être à ce niveau-là, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément été champions du monde qui vont pouvoir l'aider à passer des étapes. Et après, à lui de voir si cette personne correspond encore pour les étapes dessus ou pas. Donc, question intéressante parce que ouais, selon ses objectifs, il faut bien réfléchir à la personne qu'on va prendre. Est-ce que selon toi, l'équipement peut vraiment changer la progression? Alors, tout dépend de quel équipement on parle. Donc si on parle d'équipement sur soi, il y a quand même 2-3 éléments qui sont importants au niveau sécurité. De toute façon, même dans le coaching, la chose la plus importante au début, c'est la sécurité. Donc un casque, oui, ça vaut un peu cher, mais bon, c'est quand même notre tête. Donc, moi, je conseille de prendre un très bon casque, donc qui va assez cher. Des bottes, pareil, ça protège quand même les pieds qui sont quand même soumis à des choses pas faciles en motocross. Donc je conseille aussi des bonnes bottes, et donc qui valent plus cher que des premiers prix. Après, c'est pas ça qui va nous faire aller plus vite, progresser plus vite. Par contre, ça va nous permettre de moins se faire mal s'il y a des chutes ou ce genre de choses. Et sur la moto, alors moi je suis partisan du fait que les motos d'origine aujourd'hui, les récentes, on va dire 10 ans avant et jusqu'à maintenant, elles marchent déjà très très bien d'origine. Moi je conseille des suspensions préparées à son poids, son niveau, ça c'est obligatoire. Des cale-pieds larges parce que c'est important d'avoir une bonne accroche avec les pieds, et pour maîtriser sa moto, ça part beaucoup des pieds. Et un poste de pilotage adapté à sa taille, son style de pilotage. Et après tout le reste, il n'y a rien besoin d'y toucher. Tant qu'on n'est pas, pour moi même, à jouer un titre au niveau France ou Europe, les motos marchent déjà suffisamment. Donc ceux qui font le choix de mettre des pièces pour que la moto fonctionne mieux, pour moi c'est une grosse erreur. Il vaut mieux travailler sur son pilotage, surtout quand on est jeune. Et plus tard, si on va au niveau, on pourra mettre des pièces qui fonctionnent mieux. Donc attention, avec ces choses-là, c'est pas forcément mieux de mettre des pièces qui font soi-disant mieux fonctionner. Pour toi, quelles sont les 3 choses clés pour réussir dans ce sport qui, il faut se le dire, n'est pas facile? Alors déjà, aucun sport de haut niveau n'est facile. Donc à partir du moment où on veut faire du haut niveau, c'est difficile. Dans ce sport, c'est clair que nous, on a beaucoup de paramètres, plus que dans certains sports. Enfin. Donc je dirais que déjà la motivation, ça doit venir de la personne qui veut. Donc on va dire, si on parle des plus jeunes, de l'enfant, fille ou garçon, ça doit être à l'intérieur de soi, on doit vouloir soi-même,
parce que derrière, il va y avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, beaucoup euh, d'échecs avant d'y arriver. Donc déjà la volonté, après travailler, donc de la bonne façon. Donc c'est pour ça qu'il va falloir réussir à bien s'entourer. Ça c'est quelque chose de très important que j'ai compris plus tard moi. Même si j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des bons choix. S'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider en fonction de nous, de ce qu'on veut, de notre personnalité, tout ça. Donc ça peut être un coach, un préparateur de moto, préparateur physique. Donc faire des bons choix dans l'entourage et après jamais lâcher. Jamais lâcher parce que, comme je l'ai dit justement, il va y avoir des échecs. Et ceux qui arrivent à la fin, c'est ceux qui se sont relevés aussi après les échecs. Donc motivation, travail, bon entourage, et jamais lâché. Bon, ça fait 3, 4. J'ai un peu triché. Il a un peu triché, mais on ne dira pas. D'ailleurs, moi j'ai une question. Sur les réseaux sociaux, internet, on te trouve sur le nom de JMSX. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi JMSX? Ouais, exactement. Je cherchais un nom au début, donc 2012-13 quand j'ai commencé à coacher. Un nom, un slogan, un truc facile à retenir. Je voulais prendre JMX, donc c'est simple, Johan Marillier, donc les initiales. Et MX pour le motocross, on dit MX, c'est une contraction. Et c'était pris par un circuit dans le nord de la France, je crois. Et donc j'ai rajouté le S parce que Supercross, l'acronyme c'est SX. Et donc j'ai fait une espèce de contraction, JMSX, qui veut dire Johan Marillier, et MXSX. Donc c'est tout simple, je trouve que... Et j'aime bien, donc on peut me retrouver sous toutes les plateformes sous ce nom-là, JMSX ou JMSX Motocross Teacher. Au début c'était ça. C'est tout entier à la base. Ok, rapide et efficace. Ouais. Pour parler un peu d'actualité, je pense que tu as suivi le MXGP de Suède du week-end dernier. Ouais. Que penses-tu de ce week-end? Que penses-tu des conditions? Que penses-tu du pilotage des pilotes? Ouais, alors gros Grand Prix avec des belles choses. Alors on va parler du MX1. MX1, grosse perte de Fèvre qui est en forme en ce moment et qui montre que mentalement il est prêt, pour ce titre cette année. Il a montré déjà à Lommel dans le sable, donc grosse perte. On a vu Erlings qui revenait après son énième blessure. On a vu une énorme perte de Gifting, le Suédois, qui nous a fait rêver. Un peu dégoûté pour lui parce qu'il arrive à quand même à doubler Erlings et Fèvre. Et il tombe à 4 virages de la fin, un peu. Je pense qu'il n'y croyait pas lui-même, mais c'était magnifique avec les spectateurs suédois qui l'encourageaient. Lucas Koenen, je pense qu'il a eu un problème, je sais pas si c'est pas fait un peu mal, parce qu'il était un peu derrière et c'est dommage pour lui pour le titre parce qu'il a perdu pas mal de points, même si c'est pas encore fini. Et ça c'était pour le MX1. Et MX2, belle démonstration de Lagenfelder qui montre qu'il va être solide pour le titre. De Wolf qui est revenu pas loin mais quand même un peu derrière, et des Français qui ont bien roulé, Denistan et Valin, qui ont bien roulé, donc c'était un beau Grand Prix intéressant à regarder et sympa. Si tu devais dire quelque chose à retenir sur la performance de ces pilotes pro, ça serait quoi leur style de pilotage au niveau technique Quelque chose à retenir, ça dépend des pilotes en fait. Chaque pilote a ses qualités, ses défauts. À ce niveau-là, ils savent tous rouler vite. Même si chacun peut encore progresser techniquement, on va dire que c'est pas forcément progresser techniquement, mais c'est réussir à tout mettre en place le jour de la course. Ça c'est difficile pour tout le monde, qu'on soit amateur ou pro. Et d'ailleurs, plus on monte au niveau, plus les pilotes arrivent à rouler proche de leur 100% à la course, même si personne ne peut jamais vraiment y arriver parce qu'il y a le stress, il y a les spectateurs, les concurrents, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont présents. Et donc après c'est difficile à répondre parce qu'il faudrait répondre avec chaque pilote. Il y en a qui sont plus forts techniquement, d'autres mentalement, d'autres physiquement. Chacun a ses qualités. Exactement. Du coup, pour finir, je vais te poser quelques petites questions à répondre au tac au tac. Alors, t'es plus 2 temps ou 4 temps? J'aime les deux, mais 4 temps parce qu'on peut
plus performer aujourd'hui. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi. Si tu devais coacher un pilote pro à l'heure d'aujourd'hui, ça serait qui? Alors je pourrais pas le coacher, mais être dans son entourage, Jet Lawrence, au moins une journée pour le voir à l'entraînement et aux courses, mais je pourrais pas le coacher. Quel est ton pilote préféré aux US? Alors, comme beaucoup de monde, Jet Lawrence, parce que il fait quasiment tout 100% bien sur une moto et il a que 21 ans ou 22 ans, je crois. Donc il est exceptionnel et à regarder, c'est moi qui aime la technique, le beau pilotage, je pourrais le regarder toute une après-midi, même s'il était tout seul, c'est magnifique. À son niveau, c'est passé, c'est presque plus du motocross, c'est de l'art dans le pilotage, donc c'est jet. Dis-nous une anecdote d'une de tes chutes. Drôle. Drôle, assez drôle. Supercross allemand 2006. Je suis pris par un team au dernier moment sur des KTM sur lesquels j'ai jamais roulé. Premier tour, un petit double que je saute et les freins étaient hyper forts. Et un devant moi qui n'a pas sauté et qui tourne un peu court juste derrière. Et moi à la réception je freine pour pas lui rentrer dedans et le frein était tellement mordant que je suis passé par devant. Au premier tour du premier essai d'un nouveau team qui me prenait pour l'hiver. Donc c'était magique. Heureusement j'ai gagné la finale le soir même. Pas mal, belle remontée. Que penses-tu des motos électriques? Alors, j'ai essayé déjà. En termes de sensation pilotage, génial. J'ai essayé la Star Varg, qui est vraiment top en pilotage. En spectateur, je pense que ça enlève un peu de quelque chose qu'on aime bien dans la moto quand même. Maintenant, en pilotant, c'est vraiment génial. Pour les petits aussi, génial. Plus facile. En fait, ça fait un peu comme quand on est passé du 2 temps au 4 temps. Le 4 temps est plus facile à utiliser. Et l'électrique, encore plus facile. Donc la moto fait un peu le travail tout seul. Donc pour débuter, c'est top. Il y a moins de choses à penser. En même temps, tout ça. C'est agréable aussi pour les coachs quand on fait des colonies ou ce genre de choses où il y a plusieurs enfants ou moins enfants, mais en colonie c'est des enfants. Ça fait moins de bruit, c'est moins fatigant pour le travail, donc ça c'est sympa. Donc j'en pense, c'est une évolution dans tous les cas qui peut être positive. Alors pas le derrière de comment c'est fait tout ça, les batteries, tout ça, ça non, mais si on reste sur notre sport, je dirais intéressant. Écoute Johan, merci beaucoup pour tes réponses et je te laisse dire la suite. Eh bien, merci à toi, merci à vous qui avez regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo type Ask présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos sur mes coachings ou à liker si vous avez aimé ou à partager si vous voulez faire connaître cette vidéo et je vous dis à bientôt sur un circuit de cross. À bientôt, ciao ciao!